Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la question liée à la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la première fois qu'il se retrouve donc sur le plateau de Info 7, mais c'est quand même une personne connue. Alors, il s'agit de Germain Poundou, qui est politologue, mais qui est également le responsable de Bopeto, une vision pour Kinshasa, capitale, le miroir d'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Germain Poundou, comment vous allez? Je vais bien et je vous remercie pour cette invitation. Et voilà, je suis à votre disposition pour que nous puissions échanger. Alors déjà, les Congolais, les Kinois connaissent, quand on parle de Germain Poundou, on voit déjà Kinshasa propre, c'est ça. Alors qu'en est-il? Oui, quand on voit Germain Poundou, on voit Kinshasa Bopeto. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, dans le même contexte, dans la même matière, dans le même esprit, Kinshasa et Zaha Kobonga. Hein, le thème que nous ramène notre nouveau gouverneur, hein, Daniel Bumba, que je salue. Kinshasa continue ce bonhomme de chemin dans cette tâche difficile de rendre notre ville propre. Et comme vous le savez, nous l'avons dit souvent, la propreté est un état d'esprit. Et avec Daniel Bumba, il y a cette lutte-là pour que le Kinois soit propre à l'intérieur, pour que son extérieur soit propre. Donc, vous voulez dire aux Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant que Kinshasa est Zoponga? Je peux affirmer et confirmer que Kinshasa est Zobonga. Parce que Kinshasa et Zobonga, c'est un pas en avant, c'est un pas en avant au-delà de Bopeto. Parce que réparer, on applique beaucoup plus de stratégies, beaucoup plus d'efforts que juste nettoyer. Alors, quels sont les signaux qui peuvent donc apaiser quand même les esprits des Kinois, qui réellement, Kinshasa est sur cette lancée de Kobonga, être propre, être le miroir de l'Afrique? Oui, aujourd'hui, parce que pour la plupart des Kinois, au fait, les pessimistes disent qu'ils ne voient rien. Oui, exactement, oui, c'est ça. Mais nous qui nous promenons la nuit pour faire les itinérances, surveiller les chantiers, je vous dis que Kinshasa est en train d'être revêtu de sa belle robe. Chaque soir, nous avons des équipes qui travaillent sur les artères et l'invitation que nous disons aux Kinois, c'est respecter le travail que font nos cantonniers. Hein, vous verrez, Kassavoubou est balayé, 24 est balayé, le boulevard est balayé, du 30 juin, Lumumba est balayé, et ce, toutes les nuits par des équipes que son excellence, monsieur le gouverneur, a bien voulu déployer. Et la demande, c'est seulement que le matin, quand les Kinois trouvent quand même leur ville propre, qui jettent un coup d'œil là où il y a les poubelles et qui jettent leurs détritus dans les poubelles que de les jeter partout à terre. Mais les Kinois veulent bien déposer les déchets dans les poubelles, mais malheureusement, il y a quand même des poubelles qui sont souvent remplies. Alors ça, c'est également une inquiétude. On a des tas d'immondices, ça et là. Oui, là où vous voyez des tas d'immondices, c'est ce que nous appelons les dépôts sauvages. Parce que tous les emplacements officiels hein, connaissent une tournée pour le ramassage. Mais vous le savez aussi, les inciviques sont là et ils se disent, vous verrez une mère qui éduque ses enfants qui va leur dire la nuit, allez jeter à tel endroit. Et l'État, le gouvernement provincial n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir éradiquer ce que nous appelons les points noirs. Donc, les poubelles dont vous parlez là, généralement, c'est des dépôts anarchiques.
Donc, vous voulez dire que pour le moment, Kinshasa n'a pas de moyens pour faire face, notamment à l'insalubrité? Je ne le dis pas, Kinshasa n'a pas les moyens pour faire face à l'anarchie. Okay. Mais à l'insalubrité, Kinshasa se bat jour et nuit. Mais aller comme ça, régler tout ce qui est anarchie, ça n'ira pas. Et c'est ainsi que nous en appelons à la conscience collective, nous en appelons à la conscience citoyenne pour que les Kinoises et les Kinois s'approprient la propriété de leur ville comme nous voyons partout ailleurs. La propriété de la ville n'est pas qu'un problème du gouverneur. C'est une affaire de tout le monde. Voilà, comme on entend les mauvaises foi dire à Daniel Bumba, il disait ça de Ngobila. Et les mêmes mauvaises foi aujourd'hui vont dire à Daniel Bumba, à Zokokate, mais Daniel Bumba ne peut pas à lui tout seul. Les signaux forts. Des signaux forts sont là. Aujourd'hui, on a plusieurs artères qui sont dans un état délabrement très avancé parce que Kinshasa et Zobunga, on voit également les infrastructures sanitaires, les infrastructures routières. Donc, c'est vraiment tout ça. Oui, mais pour ceux qui ont suivi l'intervention de son excellence, monsieur le gouverneur, dans une chaîne sœur à vous, et il avait si bien dit, il s'est engagé, nous avons à peu près 4 à 6 grandes artères qui sont en train d'être bétonnées. Parce que pour lui, il n'y a pas à mettre encore le bitume qui se dégrade 6 mois après. Donc pour lui, c'est les bétons. Oui, pour lui, c'est du béton. Et nous avons 6 artères que je n'ai pas bien retenues dans le cadre de cette émission, mais je pourrais vous le dire, qui... Les chantiers ont commencé tout autour du marché central. Vous avez vu, hein, nous avons fermé et les chantiers ont commencé. En tout cas, le gouverneur travaille, même s'il a choisi de travailler sans faire trop de bruit. C'est-à-dire quoi? Sans faire trop de bruit. Sans faire trop de tapage. Les Kinois doivent voir. Oui, même s'ils ne veulent pas faire trop de bruit. Les Kinois voient et les Kinois de bonne foi, malheureusement, toutes les personnes de bonne foi ne passent pas leur temps à parler. C'est plus ceux qui sont résolument contre qui passent leur temps à parler. Alors, à un moment, vous avez parlé quand même de Zando, ce grand projet intéressant pour les Kinois, laissé par Jean-Tini Ngobila. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir de ce projet? Le projet... Il évolue, il est aux arrêts finalement. Le projet Zando est fini, hein. Et pour le moment, le travail qui reste, c'est le travail des attributions, hein, en commençant par ceux qui occupaient le marché bien avant et qui ont leur patente. Et comme on a plus de 60 000 places... Ça, plus de 60 000 places. Oui, le grand marché de Kinshasa. Oui, plus de 60 000 places. Le reste, ça sera attribué aux nouveaux arrivants. Et mon collègue Emmanuel Poutou, qui est en charge, coordonnateur en charge des investissements, travaille avec le gouverneur pour que bientôt le grand marché soit ouvert à nouveau. Et je vous invite à venir visiter. Merci de cette invitation. Alors, Germain Poundou, vous êtes à Kinshasa. Vous n'êtes pas non plus à épargner par ces embouteillages monstres. Et cela inquiète comme un peu d'un Congolais. Ça aussi, c'est Kinshasa et Zobunga. Alors, Ngobila est parti. C'était pas quand même comme nous les vivons aujourd'hui. Est-ce un secteur qui échappe au contrôle de Daniel Bumba? Non, c'est un secteur qui est contrôlé. Et vous avez vu, hein, bon, depuis qu'on a commencé l'émission, vous dites Ngobila est parti, bon, les institutions... Oui, mais ce sont quand même les questions que le Congolais se pose. Si les institutions restent. Oui, les hommes partent et les institutions restent, c'est-à-dire qu'on devait vivre quand même la continuité. Oui, et cette continuité... la situation devait quand même s'améliorer. Cette continuité est en bien, déjà, parce qu'en ce qui concerne les embouteillages, c'est pour la première fois que nous voyons dans cette ville une solution, notamment la circulation alternée. Les sens uniques, vous voulez dire? Oui. Et au début, cette circulation... Une solution?
c'est une bonne solution qui a eu du mal à démarrer. Mais tout de suite, moi, je suis venu à votre studio à partir du boulevard. J'ai bien roulé en respectant les entrées. Et vous verrez qu'il y a une fluidité petit à petit qui entre en lice. Mais pour revenir à votre question, que ce soit à l'ancienne époque ou maintenant, nous avons, en analysant ces embouteillages, des problèmes de deux ordres. Lesquels? Le premier problème, c'est l'incivisme. C'est un problème qui demeure. Oui, c'est l'incivisme de nos conducteurs qui vont rouler à sens unique. L'incivisme des chauffeurs, des taxibus qui vont embarquer et débarquer dans des croisements, qui vont embarquer et débarquer en pleine circulation. Et rouler à sens unique, oui. Il faut aussi parler des personnalités congolaises. Et des personnalités, vous avez vu le général Blaise Kilimbalimba qui avait une fois bloqué une autre personnalité. Il lui a dit, vous ne passez pas. Parce que l'exemple doit commencer par nous-mêmes, quitter à temps pour arriver à temps. Et non, quand on veut aller prendre son fils à l'école, on met les gyrophares, on roule à sens unique et on perturbe la circulation. Le second problème, c'est le détournement des fonds aussi. Détournement de fonds? Oui, les fonds destinés à nos routes. Nous avons aujourd'hui, avec l'IGF, un suivi. Vous avez entendu à l'époque, le chef de l'État a débloqué des gros moyens pour Kinshasa zéro trou. Et aujourd'hui, en tant que Quinois, vous en tant que Quinoise, nous devons nous poser la question, où sont partis les fonds que le chef de l'État a mis en place pour Kinshasa zéro trou? Donc, zéro trou aujourd'hui, un échec? Oui. Parce qu'on a plusieurs trous, des trous qui existaient avant ces projets. Et ces trous-là, ces canyons-là, c'est un grand problème pour la circulation. Et ce sont ces trous qui viennent exacerber les embouteillages. Nous n'avons pas autant de véhicules qu'à Djobourg. Nous n'avons pas autant de véhicules qu'à Paris. Non, mais le ministre de Transport l'a dit la semaine que c'est une situation normale, les embouteillages. Le ministre des Transports n'a pas tort. C'est une situation normale, mais ailleurs, il roule au pas à pas. Donc, ce n'est pas quand même normal. On vous dit, ici, voilà, il y a un embouteillage, vous ferez 30 minutes avant d'atteindre tel point. Mais chez nous, le problème devient plus grave parce que nous ne respectons pas, même de rouler au pas à pas. Avant de prendre ce premier dossier, mais est-ce que nous pouvons dire que c'est une situation normale dès lors que nous voyons, lorsque les FRDC, la garde républicaine est déployée sur les artères de Kinshasa, la circulation est fluide? Est-ce que peut-on dire que ça doit être une situation considérée comme normale à Kinshasa? Écoutez, pour ne pas prendre le vice-premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne le prendrai pas au mot, mais je dirais tout simplement qu'un embouteillage est une situation normale, comme il a dit. Et partout dans toutes les grandes villes, on cherche une solution à ces embouteillages. Ne pas chercher la solution, c'est là où c'est anormal. Ne pas chercher la solution à nos embouteillages, c'est dire voilà, c'est normal, on croise les bras. Non. Et j'ai vu dans le chef du VPM, il a participé au projet de sens unique, de circulation alternée. Ça signifie qu'il dit c'est normal, mais dans l'entretemps, il cherche des solutions. Et même si certaines personnes... J'ai dit coup de chapeau au VPM Jean-Pierre Bemba. Même si certains Congolais, certains Quinois demandent à ce qu'on puisse quand même lever cette mesure de la circulation alternée. Oui, parce que les Quinois, certains Quinois ont tendance à dire aussi que Tomesana na salité na biso. Tomesana na embouteillage na biso. Tomesana na nzala na biso. Tomesana na... Il y a des Quinois défaitistes qui ne veulent pas la modernité. Hein? Quand vous balayez, on vous dit... Vous pensez que vous allez changer ce pays. Vous pensez ceci. Quand vous êtes intègre, on vous dit, vous pensez que vous allez changer les choses. Oui, et des personnes droites comme vous, on vous dit, ah, t'es à 1 kilo, et qu'on sort. Et moi, je pense qu'il faut qu'on encourage le changement. Oui, qu'on encourage le bien et qu'on prenne le temps. Et pour cela, et
à mon chef, le gouverneur Daniel Bumba, et à Jean-Pierre Bemba, j'ai dit coup de chapeau, continuons, la population va s'habituer. Il y a des villes où les plaques, par exemple dans le centre de Londres, il y a des jours où les plaques impaires entrent, il y a des jours où les plaques paires entrent, on encourage le covoiturage. Ma chère Noëlla, vous imaginez à Kinshasa, nous avons mis tout notre argent à acheter des véhicules. Une famille, père, mère et 2 enfants ont 6 véhicules. 2 pour papa, 2 pour maman et 2 pour les enfants. Nous avons... Et quand on entre comme ça dans la circulation alternée par... Non, mais la faute revient à qui? Aux autorités qui devaient prendre des dispositions. Des dispositions douanières, par exemple. Voilà, pas seulement douanières, mais même aussi, on s'est concerné des infrastructures. La création, comme on l'a vu quand même à Kinshasa, certaines routes qui n'existaient pas, qui ont été créées. Oui. Donc, l'évolution et la gestion devaient quand même aussi suivre l'évolution. Mais la faute au chef, c'est facile, c'est ça où il y a la facilité, mais la responsabilisation aussi de nous, la population, elle est importante. Elle est au-dessus de la loi. Parce que bientôt, quand on vous dira que les plaques paires rentrent à la Gombe, nous verrons que le covoiturage, par exemple, vous, Noëlla, je vous ai vu souvent dans votre véhicule toute seule dedans. Alors, il est important de dire à la voisine, tel jour, nous faisons route ensemble, tel autre jour, nous faisons route ensemble, et nous diminuerons par 2, par 3, par 4 les nombres de véhicules en circulation. Nous diminuerons la pollution aussi. Mesdames, Messieurs, place à présent à notre premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Assassinée un 1er décembre 1964, la bienheureuse Anouarit Nenga Peta Marie-Clémentine a totalisé 60 ans ce jour. Une figure emblématique de la foi catholique en République démocratique du Congo. À cette occasion, un culte d'action des grâces a été organisé à Isiro ce lundi 2 décembre 2024, lieu où sera érigé un sanctuaire en son honneur. Présent à cette cérémonie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la mémoire de celle qu'il considère comme un ange vécu sur terre. Et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Anoualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières, s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyre de la Bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence, Monsieur le Nonce apostolique, qui est venu ici pour la première fois à Isiro, dans le Haut-Ouélé. Quel honneur pour nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à sa sainteté, le pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes. Dans son homélie, Monseigneur Marcel Outembi a évoqué les vertus héroïques de la sœur Anouarité, notamment sa fidélité, son engagement et son intégrité envers la foi chrétienne catholique. Le prélat a invité les Congolais, les Africains et l'humanité entière à s'inspirer de ses qualités. En ces jours, des 4 coins de notre pays, à l'occasion du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarité, les fidèles célèbrent la clôture de l'année sainte lui dédiée sous le thème « Bienheureuse Anouarité, modèle d'engagement ». Le martyre d'Anouarité n'est pas un fait ponctuel ni isolé. Pendant les 6 mois de sa prise de fonction, la ministre d'État aux Affaires étrangères ne cesse d'appeler les agents de son ministère à redoubler d'efforts. C'est donc avec une joie sincère que je me retrouve parmi vous en ce jour, rendu possible malgré nos agendas surchargés.
Ce moment de rencontre n'est pas simplement une formalité. Il est une occasion privilégiée pour renforcer nos liens au sein de cette grande famille diplomatique et surtout pour partager avec vous ma vision pour l'avenir de notre institution. Ce moment est le vôtre autant qu'il est le mien. Ensemble, nous pouvons avoir le pouvoir de transformer les défis en opportunités et de bâtir une diplomatie à la hauteur des aspirations de notre pays. Thérèse Kayikwamba Wagner a annoncé à cette occasion la délivrance pour bientôt des passeports modernes et sécurisés. Déjà, a-t-elle annoncé, le gouvernement congolais a désigné l'entreprise Dermalog en remplacement de Semlex pour la production de passeports congolais. Pour le projet de nouveaux passeports, je suis heureuse de vous annoncer que le contrat Dermalog est désormais entré en vigueur et que nous serons bientôt en mesure de livrer des passeports modernes, sécurisés et conformes aux normes internationales. Après une longue période d'attente, la page Semlex est tournée et Dermalog devra produire un nouveau type du passeport congolais. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a indiqué que l'on va avancer dans un projet stratégique visant à doter la République démocratique du Congo de sa propre capacité de production de passeports. La majoration des transports en commun a des conséquences économiques sur les passagers. Non seulement qu'elle se répercute sur le budget des usagers, mais les oblige aussi à dépenser des sommes importantes pour se déplacer d'un point de la ville à un autre. Nous sommes sur l'avenue Kasavubu, croisement Tombalbaye. À l'embarquement de ces parkings de circonstances, Madame Diffie a pris la place à bord d'un taxi-bus en partance pour le quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula. Elle subit, elle, le contre-coup des embouteillages qui ont provoqué la hausse du prix de la course qui augmente en aller comme au retour. Transport, nous avons 6 000 francs. Nous avons 6 000 francs. Nous avons 12 000 francs par jour. Qu'est-ce qui est le transport? Si vous avez transport, vous allez bien. Et ça vraiment bien. Les percepteurs d'argent des transports dans le bus expliquent de leur côté les difficultés qu'ils rencontrent pour réunir les recettes journalières contractuelles, situation qui les oblige à augmenter le prix de la course et se débrouiller pour s'effrayer un chemin. Mais pour la ville, en tout cas, c'est difficile. Aller, c'est facile comme bonjour. Au Colombo, pompage en magasin, très bien. Au comme un magasin, pour comme un attaque smart. Difficile. Lukusa Kaoulou est journaliste économique à l'agence congolaise des presses. Selon cet observateur, il faut repenser l'urbanisation de la ville de Kinshasa. La façon dont la ville est construite actuellement favorise des embouteillages interminables. La situation de la circulation à travers la ville de Kinshasa, c'est un problème d'abord d'urbanisation. La ville est urbanisée de sorte qu'il y a une forte concentration et des services sociaux, des services de l'État dans un seul coin. Et chaque matin, les véhicules sont orientés vers Gombe. Signalons que les deux grandes avenues Bokassa et Kasavubu, qui respectivement facilitent l'entrée et la sortie de la ville, sont complètement délabrées dans leur tronçon, allant de leur croisement avec les avenues Kabambare et Funa pour la première et avec les avenues Kato et Kabambare pour la deuxième. Rappelons ici qu'en dépit de cette situation, les autorités urbaines continuent de chercher des voies et moyens pour mettre fin à ce calvaire dont souffre cette ville cosmopolite de près de 15 millions d'habitants, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. En apparence, le partenariat Air Congo Ethiopia Airlines est un avantage. C'est un pas important, crucial vers l'amélioration de la desserte aérienne dans notre pays. Quand on sait que toutes nos routes sont en très mauvais état, qu'il est difficile de pouvoir relier les grandes villes du pays. Mais cet accord soulève plusieurs interrogations, notamment la direction de la compagnie Air Congo et tous les postes stratégiques sont confiés à Ethiopia Airlines.
En plus, tous les avions, l'essentiel de ces avions qui vont composer la flotte de Air Congo, y compris les pilotes, sont fournis par Ethiopian Airlines. Quand on sait que l'ambition d'Ethiopian Airlines, depuis plusieurs années, est de se positionner sur le marché congolais, c'est d'occuper une place stratégique sur le marché aérien congolais, eh bien, c'est du pain béni. Parce que nous avons négocié en position de faiblesse. Nous assistons là à un accord de dupes. Alors, Germain Poundou, le 1er décembre, hein, les Congolais se sont quand même souvenus de la bienheureuse Anouarite. Est-ce que, qu'est-ce que ça vous rappelle quand même chaque fois qu'on doit célébrer celle aujourd'hui qui a été élevée au rang de sainte? En fait, la bienheureuse, hein, sœur Anouarite Nengapeta, nous rappelle d'abord ce qui est récurrent dans notre pays. Et c'est quoi? L'insécurité à l'Est. Parce que la sœur Anouarite a été assassinée pendant que la province orientale à l'époque était vraiment en bouillonnement avec la rébellion. Parce qu'aujourd'hui, 60 ans après, ça nous rappelle que ça fait plus de 60 ans que cette partie de notre pays n'est pas en paix. Et si aujourd'hui, nous pouvons commémorer ces 60 ans-là, nous pouvons clôturer une année sainte en son nom, c'est aussi un grand moment pour nous de remettre dans nos esprits le besoin de vivre en paix, le besoin de vivre ensemble, le besoin de donner de l'espace pour que l'on puisse travailler, récolter et bien vivre dans cette partie de notre pays. Autre chose aussi, c'est avec cette dévotion, la façon dont notre bien-aimée, la bienheureuse sœur Anouarite a accepté la mort pour sauvegarder son intégrité physique. Parce que ces messieurs-là, les militaires sont venus pour chercher à violenter, à violer physiquement une bonne sœur. Et aujourd'hui, cela nous rappelle aussi le fait que le viol est devenu une arme. Parce que quand on défait une femme, on défait toute une société. On défait son ennemi. C'est devenu presque une habitude, oui. un comportement presque normal dans la partie est de la Tout à fait. C'est une arme plus mortelle que les balles que l'on utilise. Et vous avez vu notre prix Nobel de la paix, je cite avec fierté le docteur Mukwege, que l'on appelle aujourd'hui à travers le monde le réparateur des femmes. Parce que ce phénomène-là s'est généralisé, de voir même dans les rangs des troupes régulières. Hein, et il est d'une importance capitale que le ministre de la Défense, les commandants de nos troupes éduquent nos jeunes gens en uniforme? Oui, nos jeunes gens en uniforme au respect de la femme. Au respect de la femme, à la protection de la femme, et que l'on n'utilise pas le corps de la femme comme une arme fatale qui détruit toute la société. Alors, la ministre des Affaires étrangères l'a annoncé au courant de la semaine. Semlex, c'est déjà une page fermée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle entreprise qui va désormais donc délivrer des passeports en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Dermalog. Alors, certains Congolais ne sont pas d'accord avec cette décision. Que pensez-vous de cette procédure ou de ce choix du gouvernement congolais? Oui, d'abord,
féliciter Madame la ministre qui, dans sa recherche de solutions, a pu signer avec Dermalog parce que Semlex posait beaucoup de problèmes et il y en a qui attendent des lustres pour avoir leur passeport. Or, nous sommes en démocratie. Hein, parmi les principes sacro-saints, il y a la liberté d'aller et venir. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas votre passeport, vous êtes privé de mouvement et cela n'est pas bon. Toutefois, vous avez des inquiétudes? Oui, parce que nous sommes à la énième entreprise étrangère qui vient pour fabriquer un outil de souveraineté. Parce que le passeport fait partie des éléments de souveraineté. Alors à la place, qu'est-ce que vous aurez voulu voir le gouvernement faire? À la place, nous aurions conseillé que Dermalog est là, mais que nous préparions des solutions à l'interne. C'est-à-dire quoi? Notamment avec la Banque centrale qui a tous les moyens pour les imprimer de sécurité. Parce qu'il n'y a pas plus sécure que le papier de monnaie. Ouais. Alors la Banque centrale peut nous fabriquer... La RDC pouvait bien trouver une solution en interne. Oui, et ça nous invitons, Madame la Première ministre, nous invitons Madame la ministre des Affaires étrangères à mettre les moyens pour, d'ici 2-3 ans, que la Banque centrale puisse investir dans des nouveaux éléments d'impression pour que ce contrat Dermalog soit... Pour qu'on se retrouve pas aussi dans le même cas que Semlex? Tout à fait. Parce qu'au tout début, c'est le bon mariage. Et après? On vient avec des panoplies d'imprimantes. Des belles paroles. Et oui, après, c'est rebelote. Et si c'est nous-mêmes, avec la Banque centrale, nous concentrons tous nos imprimés de valeurs à la Banque centrale, nous n'aurons pas de problèmes. Oui. Alors, Germain Pondou, que pensez-vous de cette réaction à chaud du président de la diaspora congolaise en France en ce qui concerne ce partenariat RDC et Air Congo et éthiopienne pour le transport aérien? Il l'apprécie, mais quelque part, il n'est pas du tout d'accord de voir que le monopole revient à Ethiopian Airlines. J'ai trouvé sa réaction légitime, mais un peu précipitée. Précipitée? Pourquoi? Oui, parce que ce contrat-là nous ramène une solution. Et pour ceux qui le savent et ceux qui peuvent chercher, vous verrez bien que Ethiopian Airlines, c'est la première compagnie aérienne africaine qui a réussi depuis des lustres à imposer son nom. Et qui a également des partenariats à travers un peu l'Afrique, pour ne pas dire à travers le monde. Il y a plusieurs partenariats à travers le monde. Aujourd'hui, Ethiopian a été même autorisé de faire des vols intérieurs aux États-Unis. Alors pourquoi pas un partenariat africain comme ça, où l'on nous amène et le savoir-faire et le matériel? Et qu'est-ce qu'il y a du mal aujourd'hui qu'un Éthiopien qui a de l'expérience puisse diriger une compagnie aérienne chez nous? Et il parle des pilotes. Il le dit comme ça à brûle pour point, hein, que les pilotes qui viennent sont éthiopiens, on ne prendra pas des pilotes congolais. Ce n'est pas vrai. Il est allé loin pour dire que c'est mal négocié. Aucun pilote congolais n'a été limogé de notre entreprise nationale. Et si nous avons en appoint, parce que les avions qui viennent, pour chaque pilote, il faut une certification. Vous n'allez pas piloter un Airbus pendant que vous étiez pilote sur Boeing. Il faut des certifications, oui, il faut aller à ce qu'ils appellent les simulateurs, jusqu'à ce qu'on vous donne une certification Boeing ou une certification Airbus. Alors c'est toujours mieux qu'on parle de ce qu'on connaît et ne pas venir dire aujourd'hui, quand les autorités cherchent des solutions, vous allez dire c'est un marché de dupes. Aucune autorité ici au Congo n'est dupe. Les autorités cherchent des solutions et aujourd'hui le premier vol a eu lieu déjà, et nous espérons que d'autres avions arrivent, et avec le savoir-faire
des pilotes éthiopiens, nos propres pilotes vont faire leur certification pour entrer dans les nouveaux appareils qui vont venir. Il n'y a pas eu licenciement, monsieur les représentants de la diaspora congolaise en France. Revenez ici au Congo avec nous pour tâter, palper la réalité que de dire n'importe quoi où vous êtes. Madame et messieurs, nous allons prendre ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont les discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur. Mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de $1 million pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés
pourrait avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Alors, Germain Poundou, vous avez suivi le ministre de Transport et ensuite cette réaction à chaud de la SENCO. Alors, quelle est votre analyse de cette situation? Oui, c'est une situation assez gênante. Comment ça? Déjà pour moi personnellement, qui suis de confession catholique, de voir que depuis un certain temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de la SENCO déjà, et au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, il y a comme une hostilité contre le chef de l'État. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Ce qui nous fait dire ça, c'est toutes les déclarations hostiles que tient Tata Cardinal, comme on l'appelle, contre le chef de l'État. Parler de Fridolin Ambongo? Bien sûr, parce que nous l'avons vu aussi à plusieurs reprises être reçu par le chef de l'État pour aplanir les divergences. Mais tout de suite après, c'est toujours des déclarations et des déclarations qui tendent à démobiliser autour de la cohésion nationale. Parce que quand vous allez, vous, archevêque, dire aux jeunes, ce n'est pas la réforme constitutionnelle qui vous donnera des emplois. Qu'est-ce que la réforme constitutionnelle a à voir avec les jeunes en recherche d'emploi? Alors quand on commence à faire des passerelles comme ça, faciles et hasardeux, qu'est-ce qu'on vise? Juste... Vous êtes mal à l'aise avec ça? Je suis très mal à l'aise, étant entendu aussi qu'il y a quand même dans la Bible une parole forte. Laquelle? Qui nous dit enlevez la paille qu'il y a dans votre œil. Ou ne cherchez pas la paille qu'il y a dans l'œil d'autrui pendant que vous avez une poutre dans votre propre œil. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à la communauté ou les Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant en faisant allusion à ce passage biblique? Je vais tout simplement dire que à notre archevêque qui puisse balayer sa propre cour. Aujourd'hui, l'église catholique de Kinshasa ne va pas bien. Comment ça? La situation... Parce que le cardinal donne l'impression que ça va quand même. Non, de son côté, tout marche bien. Ça ne va pas du tout. Pas plus à Kinshasa, voilà. Pas plus tard qu'il y a 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un colloque à Nganda, au centre Nganda. À Kinshasa. Oui. Et les prêtres sont organisés dans une sorte d'association d'entraide. Et le jeune prêtre qui dirige cette association avait pris la parole pour lire un mémo à l'intention du cardinal, un mémo lié à la mauvaise gestion de l'église de Kinshasa. Vous voulez révéler ici que le cardinal lui-même ne gère pas bien? Non, il ne gère pas bien. Alors, quelle a été sa réaction? Sa réaction a été de suspendre ce prêtre. Ah, parce qu'on lui a dit la vérité en face. De suspendre ce prêtre, de tenir... parce qu'à l'église catholique, ils ont toute une procédure judiciaire de droit canon et tout. Ils se sont réunis et le jeune prêtre a été suspendu. Pour avoir dit la vérité. Tout à fait. Et certains autres prêtres ont été, comment dire,
envoyés hein, dans des endroits pas du tout vivables parce qu'ils ont osé dire la vérité. Et qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que ces prêtres, qu'est-ce que ces prêtres, bien sûr, reprochent au cardinal? Les prêtres ont tout simplement reproché la mauvaise gestion. Hein, mauvaise gestion. Oui, l'archidiocèse a un économa, l'archidiocèse doit payer les prêtres sont très mal payés, ils reçoivent un pécule autour de $100. Et comment comment traverser le mois avec $100? Et dans l'entretemps, vous avez le patrimoine même de l'église. Aujourd'hui, vous allez voir un lieu comme Sainte-Anne. Oui, Sainte-Anne à Bombay, dans la gare centrale. Oui, où il y avait une résidence de plus d'une vingtaine d'appartements. Et ça fait plus de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans que Sainte-Anne a été fermée parce qu'on cherchait des partenaires, ils cherchaient ceci, l'église est... est-ce que cette situation de Sainte-Anne a commencé avec le cardinal? Oui. C'est quand le cardinal est arrivé qu'il a fermé cet endroit dans l'idée de réparer. Maintenant, je crois qu'il y a des Chinois ou quoi. Mais vous allez vous rendre compte du manque à gagner de l'église. Enregistré par l'église. Et ce mémo-là que je vous ferai parvenir était un mémo de vérité. Mais quand vous-même, vous n'aimez pas la vérité, et c'est de quelle vérité qu'il s'agit quand vous critiquez le chef de l'État? Il ne peut pas être un donneur de leçons. Il doit plutôt lui-même balayer sa cour. Et je l'ai dit, j'ai pris mon courage parce que le ministre d'État a dit, il dira j'accuse. Après, moi aujourd'hui... Jean-Pierre Bemba l'a dit, j'accuse. Moi aujourd'hui j'accuse. Ah, vous accusez. Oui. Vous n'êtes pas prêtre. Comment vous êtes entré en possession de toutes ces informations? Je ne suis pas prêtre. Est-ce que vous êtes en train de diffamer? Non, je ne suis pas... C'est parce que vous n'êtes pas content avec les déclarations de... Vous savez que je n'ai jamais diffamé. Okay. Là, je n'ai pas dit ce qui n'existe pas. C'est vérifiable. Les dates, je vous donnerai la date, je vous donnerai le mémo parce que je l'ai. Ça circulait, nous sommes catholiques. Ça circulait dans la toile, ça circulait partout. Un mémo digne d'aider le cardinal à changer son magistère, a changé sa façon de mener les choses. Il a été tellement énervé par la critique que les prêtres ont été jugés et punis. Injustement. Oui. C'est injustement que le cardinal a puni ses prêtres. Je dirais pas injustement, j'entrerai dans la diffamation. Je dirais que ces gens-là ont dit la vérité et lui et les siens n'ont pas supporté la vérité de ces prêtres-là. Alors comment lui aujourd'hui... Le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas donneur de leçons. Il ne peut pas donner des leçons au président de la République. Il n'est pas du tout donneur de leçons. En tant que Congolais, nous pouvons nous tous critiquer et tout, mais je pense que lui, en tant que grand responsable, il doit d'abord être... propre de ce qu'il critique. Oui, il doit d'abord être propre lui-même. Mais c'est quand même dur, hein. Vous voulez dire que le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas propre, bon, dans le sens de la mentalité. Je dis dans le sens de la démocratie. Hein, ce n'est pas un démocrate. Ah bon? Oui. Et ça, je l'affirme. Chaque fois, il a toujours dit qu'il est du côté du faible. Il parle pour la population. Non, mais les prêtres sont les plus faibles, non? Ah, il voulait commencer d'abord par les prêtres qui sont les plus faibles. Oui, parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est quoi? C'est avoir des bons prêtres, bien nourris, bien formés, et ces prêtres-là iront répandre la bonne nouvelle, l'évangile, et les prêtres seront près des démunis. Mais si les prêtres sont abandonnés à leur triste sort, et quand ils réclament qu'on puisse réformer, vous en suspendez certains et vous ne voulez pas la critique. Et en ce moment-là, de quel droit vous vous mettrez, vous qui refusez la critique, à tout le temps tirer sur le chef de l'État qui a 1000 fois plus de responsabilités que vous, qui n'avez que... parler avec lui. Et moi, je pense que le rôle prophétique d'un prêtre, c'est d'aller vers les rois et leur parler que
d'être là à monter les jeunes, à monter. Alors si le cardinal veut être candidat à quelque chose, il n'a qu'à le dire. Alors est-ce que là nous pouvons donner raison à Jean-Pierre Bemba qui parle des politiciens en robe, politiciens en costume? En tout cas, je donne aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Bemba depuis qu'on a commencé cette émission. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Mais alors, pourquoi si on peut aller loin, pourquoi le cardinal se comporte de cette façon malgré l'attitude du président de la République, Félix Tshisekedi, envers lui? Parce que Jean-Pierre Bemba a même dit, ça sent quand même la haine, un acharnement. C'est du parti pris, c'est être contre toute autorité établie. Et là, ça ne va pas du tout. Et quand il y a des problèmes qui l'engagent lui, il ne peut pas ramener toute l'Église catholique dans... Il va parler de lui. Oui, oui, il va parler de l'Église catholique. Dans ses propres animosités. Parce que vous, déjà, en tant que fidèle chrétien catholique, vous n'êtes pas d'accord. Non, pas du tout. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres... Il y en a plein, il y a des évêques, il y a des archevêques et tout, qui ne sont pas pour aller dans ce combat-là contre le chef de l'État, qui, du reste, est en train de combattre pour nous, pour la République. C'est un monsieur qui ne se repose pas. Et Jean-Pierre Bemba l'a dit, il ne parle pas de la paix, nous sommes en guerre, il ne parle pas de ça, mais il s'attaque toujours. Oui, même outre-mer. Vous allez, outre si on ne cite pas, et vous allez faire des déclarations un peu contre votre chef de l'État, contre votre pays. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, nous devons être soudés contre l'ennemi commun que nous avons. Encourager notre chef de l'État, qui est le chef des armées, qui est le garant de l'unité nationale, l'encourager dans le combat qui mène aujourd'hui, jour et nuit, pour que la paix revienne à Alors, Germain Pondou, avant de prendre ces dossiers qui va nous permettre de parler de la Constitution, vous avez quand même suivi la réaction de Monseigneur Chollet, qui n'a pas du tout apprécié le propos de Jean-Pierre Bemba. Vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec Monseigneur Chollet, parce qu'il entraîne l'Église catholique tout entière, au fait, dans un combat qui ne concerne que le cardinal Ambongo. Ah, donc c'est un combat qui concerne que le cardinal Ambongo. Tout à fait. Et non pas engagé toute l'Église. Non, toute l'Église catholique n'est pas de cet avis. Parce que l'Église catholique a été en avant-plan dans le combat pour la démocratie. Hein? On a vu la marche des chrétiens, on a vu l'Église catholique a toujours été en avant-plan. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie balbutiante, une démocratie qui est encore bébé et qui est en train petit à petit de prendre de l'ampleur. L'Église aurait été un grand accompagnateur dans la recherche de la paix. L'Église aurait pu mettre des aumôniers dans les camps des réfugiés. L'Église aurait pu aller même vers la rébellion. On a même suspendu que l'Église catholique puisse dire les messes dans certains cas. Non, mais quand on commence à se servir du prêchoir pour faire des meetings politiques. Ah, meetings politiques au prêchoir. Oui. C'est ce qui se passe maintenant dans l'Église catholique. Mais vous vous rendrez compte à l'époque de notre regretté président, le maréchal Mobutu. Il y avait des sérieux problèmes entre le cardinal Malula et Mobutu, jusqu'à ce que le président Mobutu a dû même récupérer la résidence du cardinal Malula et reléguer le cardinal Malula à Rome. Aucun citoyen congolais ne peut se dire, et nous ne le souhaitons pas parce que le président Félix ne le fera pas. C'est quelqu'un qui est résilient et il reçoit des coups et à chaque fois il va vers
Mais, quand il reçoit de coups, il va vers. Oui, il va vers pour dire voilà, je veux la paix. Mais que ça ne s'apparente pas à croire qu'aujourd'hui le chef de l'État est faible par rapport à ces personnes-là, comme excellent Jean-Pierre Bemba le dit, des politiciens en soutane, des politiciens en robe. Est-ce que vous continuez à aller à l'église? Oui. Ou vous vous sentez juste mal à l'aise d'aller? Non, moi je ne suis pas mal à l'aise à l'église parce qu'il y a de nos prêtres qui prêchent la bonne nouvelle chaque dimanche. Qui n'emboîtent pas les pas. Et non, ils n'emboîtent pas. Ils prêchent l'évangile du Christ et nous en avons besoin. Et si nous voulons un discours politique, nous allons dans des rassemblements politiques. Aujourd'hui, notre pays est organisé en opposition et à ceux qui ont le pouvoir. Je vais entendre un discours contre le président Tshisekedi. J'irai vers l'opposition. Je serai rassasié de ce discours. Et oui, mais je n'irai pas à l'église pour aller entendre... Donc vous n'avez pas besoin de ce genre de discours. Non, l'église n'a pas besoin de ce genre de discours. L'église a besoin de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. L'église a besoin de conduire les ouailles vers le ciel. L'église n'a pas aujourd'hui besoin de se dire, voilà, si nous sommes en train d'échouer, nous l'église, c'est parce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Son Excellence a parlé de 47 millions. Hein? C'est combien d'emplois dans le social au niveau des églises? L'Église semble ne pas reconnaître non, il a reconnu, mais il a dit que Jean-Pierre Bemba n'a qu'à s'approcher pour savoir qu'est-ce qui a été fait de ces 47 millions. Mais l'Église peut cultiver des champs. À l'époque, le président Kabila avait donné des tracteurs à tous les évêchés et les archevêchés. Où en sommes-nous avec ces tracteurs-là? C'est pas de l'emploi. On doit poser cette question à l'Église catholique. Oui, c'est pas de l'emploi. Les tracteurs, c'est pas de l'emploi. L'argent, c'est pas de l'emploi. Et vous allez dire aux jeunes, montez les jeunes contre le chef de l'État. Au moment où nous avons besoin de ces jeunes-là. Aujourd'hui, nous avons le fonds de garantie. Nous avons beaucoup d'institutions que le chef de l'État a mis en place pour le travail des jeunes. Déjà, l'Église aussi est exemptée même de certaines taxes. Oui, des taxes et tout. Hein, voilà. Madame, Messieurs, place à ce dossier. Après avoir félicité les conseillers de la République pour le travail exceptionnel réalisé durant cette session, le président du Conseil économique et social est revenu sur la position de son institution face au débat sur le changement ou la révision de la Constitution qui divise les politiques congolais. Il n'y a aucun tabou à aborder la question de la révision constitutionnelle pourvu que les discussions préalables n'aient pour seule boussole que l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons rechercher plus d'efficacité dans l'action tout en protégeant les citoyens de toute dérive autocratique néfaste. Dans son discours de clôture de cette session, Jean-Pierre Kiwakana a fait savoir que cette session était laborieuse, tout en rappelant les sujets ayant fait objet d'avis notamment dans les domaines social et sécuritaires. Le président du Conseil économique et social est aussi revenu sur les problèmes qui inquiètent les Congolais. Nous pensons qu'une approche holistique est indispensable afin de résoudre ce problème qui prend une ampleur inégalée. L'élaboration d'une stratégie d'anticipation des risques sécuritaires est plus que nécessaire en l'absence d'une filière de services de la protection civile. À en croire le président du Conseil économique et social, à ce jour, la planète est menacée comme jamais. L'occasion a été propice pour Jean-Pierre Kiwakana de faire un éveil de conscience en vue d'un Congo fort, meilleur et prospère. Notons par ailleurs que cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Tshisekedi parle du changement de la Constitution et ce que nous ne pouvons pas accepter. M. Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. M. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. À Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment
utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. On vous a dit que la Constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo parce que Tshisekedi a vendu les Congo à M. Kagame. Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution, ou en tout cas ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle, ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais? Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Mais si tu sais qu'il est parti jouer au football. Pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il n'y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. Pendant ce temps-là, on prenait une localité à l'est du pays. Alors, Germain Poundou, est-ce que vous êtes d'accord avec Martin Fayoulou lorsqu'il dit que la Constitution ne prévoit pas sa révision, comme son changement? Bon, en fait... On prévoit la révision, mais pas le changement. Oui, changement, ouais. Révision, ça signifie tout simplement que 18 ans après, hein, notre Constitution a besoin d'un toilettage. Moi, je me souviens, en 2005, en décembre... Qu'est-ce qui s'était passé? C'était la campagne référendaire. Ouais. Et j'ai écrit un article sur cette Constitution. Vous avez écrit un article? Oui, dans la revue La Conscience, j'ai titré « Référendum constitutionnel, pourquoi je dirais oui ». Ah, donc vous êtes déjà favorable pour le changement de la Constitution? À l'époque, pourquoi je dirais oui à la nouvelle Constitution. Okay. Parce que cette Constitution tombait à point. Nous venions d'un gouvernement de transition et il fallait donner les outils nécessaires à la démocratie, hein, pour que nous puissions avoir les élections, nous puissions avoir les institutions issues du débat républicain. C'est ainsi que cette Constitution est passée à une Constitution qui n'était pas rédigée par des constituants comme nous avons dans la procédure. Dans la procédure n'était pas respectée. C'était le Sénat et l'Assemblée, hein, et il y avait des professeurs, des hommes de droit, hein, qui étaient dans l'écriture, et finalement le Sénat et l'Assemblée ont validé. Après, nous sommes allés en campagne référendaire. Mais 18 ans après, pour une démocratie balbutiante comme la nôtre, je crois qu'il est temps qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et que nous puissions nous doter de nouveaux outils qui permettront à cette démocratie de continuer à évoluer. Je vous donnerai un petit exemple. Hein. Allez-y. Déjà en passant, je dirais à vos téléspectateurs et à tout le peuple congolais que nous avons mis en place l'initiative citoyenne pour le changement de la Constitution. Ah, c'est déjà en marche? Oui, en République démocratique du Congo. Okay. Et ça, en abrégé, c'est I3C. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre en exergue tous les articles qui doivent être toilettés. Et là, je vous donne un petit exemple. Alors, avant de donner cet exemple, parce que les Congolais doivent comprendre pour cette initiative, si aujourd'hui ils sont intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour vous rejoindre? Oui, nous allons placarder dès la semaine prochaine et nous ferons un peu de propagande pour permettre aux Congolaises et aux Congolais... Il n'y a pas un numéro de contact? Il y a des numéros de téléphone que je vais vous passer pour que nous... Vous pouvez au même moment aussi le donner, comme ça ceux qui nous suivent maintenant peuvent
toujours prendre ce numéro ou avant même la fin de cette émission, on va revenir avec un numéro. Alors l'objectif reste la Constitution, le changement de la Constitution. Oui, le changement de la Constitution en initiative citoyenne, parce que nous ne pouvons pas laisser au chef de l'État tout seul ce combat-là. Et notre Constitution le dit, avec 100 000 signatures, on peut déjà enclencher ce changement-là, cette révision. Et nous sommes en mesure aujourd'hui, au niveau de toutes les provinces où nous allons installer l'initiative. Et ça sera combien de provinces? Sur toute l'étendue de la RDC. Oui, pour que nous puissions avoir minimum 100 000 signatures par province. Mais il y a déjà une démarche dans ce sens. Est-ce que vous pensez vous rallier à ceux qui sont déjà en cours ou vous allez aller... Bon, la démarche pétitionnaire ici, se rallier peut-être c'est trop dire, mais c'est diviser, non. Parce que nous visons le même objectif. Un concitoyen qui viendra avec 100 000 signatures en dehors des I3C, et bienvenue. C'est pour renforcer d'ailleurs. Oui, et bienvenue. Et nous encouragerons tous les citoyens qui auront leur initiative personnelle dans ce sens. Nous allons les encourager. Mais in fine, nous voudrions que le chef de l'État ne se sente pas seul, hein, qu'il voit son peuple enjamber les pas et venir lui dire, voilà, chef, nous avons récolté 500 000, 600 000 signatures et nous sommes avec vous dans cette dynamique de changement. Alors Germain Poundou, changement de la Constitution, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans cette Constitution? Parce qu'aujourd'hui, du côté de l'opposition, elle se pose la question, est-ce que pour qu'on ait des infrastructures en RDC, on a besoin de changer la Constitution? Est-ce que pour que le Congolais mange jusqu'à sa fin, on a besoin de changer de constitution? Est-ce que pour mettre fin aux embouteillages? Plusieurs questions que l'opposition congolaise soulève et de là, elle dit non, ne touche pas à ma constitution. Oui, vous avez raison de dire ça et d'entrée de jeu, hein, dans cette émission, j'ai plaint les leaders, j'ai plaint certains de nos compatriotes qui sont dans des raccourcis. Ah donc, est-ce que vous voulez dire que l'opposition congolaise est dans les raccourcis? Oui, dans des vrais raccourcis, parce que qu'est-ce que les embouteillages aujourd'hui ont à voir, hein, avec la Constitution? Mais si nous y allons de près, et il est dit, hein, vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, écrivez-le. Ils ne vont pas lire. Et je vous donne un tout petit exemple, parce qu'il faudrait peut-être 2-3 émissions pour avoir la quintessence des argumentaires en faveur du changement. Les députés provinciaux, n'est-ce pas qu'ils jouent un rôle majeur dans la vie des provinces? Mais comment est-ce qu'ils accèdent au pouvoir? C'est par les élections, non? Mais aujourd'hui, quand vous élisez un député provincial, savez-vous que vous êtes en train d'élire un grand électeur? C'est lui qui va élire le gouverneur et c'est lui qui va élire les sénateurs. Est-ce qu'il est prévu dans notre constitution que ces députés provinciaux-là puissent d'entrée de jeu battre campagne en montrant à la population le futur élu gouverneur? Ce n'est pas prévu. Ça fait quoi? Ça fait que cette constitution va donner un chèque en blanc à celui qui sera élu député. Et je ne suis pas en train de porter injure à nos députés, mais pour la plupart, les chefs de l'État m'entendent, les grands leaders des partis politiques m'entendent, nous entrons même dans le monnayage des voix pour élire le gouverneur. Parce que la personne va se dire, oui, voilà, j'ai dépensé pour être député, je le suis maintenant, il faut que je récupère. La corruption, il y a des véhicules qu'on donne. Oui, les véhicules, les consorts, cette corruption est connue de tous. Et si, aujourd'hui, et le chef de l'État l'avait dit une fois, mais pourquoi pas ne pas nommer, ça avait mis le chef de l'État mal à l'aise de voir, déjà dans cet exemple-là,
de voir comment les choses se passent. Mais alors, Germain Poundou, il y a quand même des voix qui estiment que la situation actuelle de la RDC ne permet pas qu'on puisse évoluer avec les assemblées provinciales. Il faudra la suppression des assemblées provinciales. Il faudra supprimer également le Sénat. Mais on le supprimera comment si nous ne touchons pas à la Constitution? Il faut toucher à la loi des lois, à la loi fondamentale, pour que nous puissions avoir des lois en exécution. Et que pensez-vous du mandat du président de la République? 5 ans. Avant d'y arriver, je vais vous dire, par exemple, le caractère hybride déjà de cette Constitution. Allez-y. Où, dans la Constitution, on parle de décentralisation. Pendant que dans les faits, nous sommes dans le régionalisme constitutionnel. Non, ce n'est pas la décentralisation comme présentée aujourd'hui. Non, nous sommes dans du vrai régionalisme constitutionnel. Et Madame Pelosi, qui est une des grandes constitutionnalistes en France, hein, elle a repris mon article pour qualifier notre constitution de petite sœur de la constitution française. Mais si aujourd'hui, nous allons croire que nous étions, avec la loi fondamentale, une copie conforme de la constitution belge, et nous quittons la copie conforme de la constitution belge, nous rentrons dans une copie de la constitution française, mais en n'étant pas la France. C'est quand même un problème. Et il faudra une constitution taillée aux réalités. Oui, nous devons avoir une constitution taillée à nos propres réalités. Et comme vous dites, sur le mandat du chef de l'État, hein, je dirais une chose. Laquelle? Seule une loi supérieure à la Constitution peut verrouiller la Constitution. La Constitution ne peut pas se verrouiller en elle-même. C'est de la fabulation. Le fameux article de verrouillage n'a pas de sens. Alors, est-ce que si on doit toucher cet article, vous pensez qu'on peut laisser 5 ans au président de la République, ou 7 ans, 8 ans, 9 ans, le moment venu, on en débattra. Vous savez, la peur... c'est ça même la peur, oui, hein, la peur de l'opposition. Félix Tshisekedi a quand même rassuré que je ne veux pas l'éternité au pouvoir. Toi de là que je m'y mette. Tu sais, Noëlla, à votre âge, là, vous êtes jeune, vous n'êtes peut-être pas trop pressé. Mais à nos âges, nous devenons trop pressés. Et en se disant, si jamais on change la Constitution, les pendules peuvent être remis à zéro, le président peut se représenter, mais dans l'entretemps, moi, du haut de mes 73 ans, j'aurai combien? Et tout, les gens sont dans des calculs personnels et non dans la recherche de l'intérêt supérieur de la nation. C'est ainsi que vous verrez, on meurt de faim, la nourriture est là, et on dit que personne n'y touche. Alors, Germain Poundou, avant de prendre ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, vous avez parlé de votre article. Qu'est-ce que vous avez dit en un mot dans cet article que les Congolais peuvent aujourd'hui retenir? Et à l'époque, dans cet article, pourquoi je dirais oui? J'avais dit que cette constitution était arrivée à point nommé pour nous faire quitter la transition et nous aider à avoir des institutions. Mais pour une démocratie balbutiante, une démocratie qui commence après 4 élections présidentielles, il est temps qu'on dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, c'est une démarche citoyenne et nous invitons et l'opposition et la majorité civile, parce qu'il y a aussi l'Église qui n'est pas d'accord. Non, l'Église, ce n'est pas le cardinal Ambongo. On ne peut pas dire aujourd'hui l'Église n'est pas d'accord. Moi, je suis de l'Église catholique. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Et les églises de réveil, pour la plupart des pasteurs, ils ont dit qu'ils sont favorables. Il y a également dans l'opposition Adolphe Muzito qui est d'accord. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui coller à l'Église les points de vue d'un fidèle, parce que le cardinal Ambongo est un fidèle comme nous, mais un fidèle qui est dans le prélat. Et fidèle comme vous. Oui. Donc sa voix, s'il n'est pas d'accord, ça l'engage. Non, s'il n'est pas d'accord, ça l'engage lui, parce que l'Église ne s'engage pas comme une entité politique.
On ne peut pas aujourd'hui, et c'est dangereux, de dire, voilà, l'Église catholique n'est pas d'accord. Non. Un prélat, 2 prélats, 3 prêtres, 4 prêtres n'engagent pas l'Église catholique universelle, l'Église romaine. Non, ils s'engagent eux-mêmes. C'est le point de vue du cardinal. Oui, c'est son point de vue. De la Senko. Et le point de vue de l'Église est canonique. Par exemple, aujourd'hui, le pape peut engager l'Église catholique, mais vous ne le verrez pas engager l'Église catholique dans des débats politiques. Il engagera l'Église catholique dans la recherche de la paix. Comme vous l'avez vu, embrasser les pieds des belligérants soudanais pour dire, voilà moi le pape. Hein? J'embrasse vos pieds comme le Christ l'avait fait dans la Bible. Lui a nettoyé les pieds de ses apôtres. C'est cette humilité-là que nous voulons voir de notre prélat. Nous ne voulons pas le matu vu bomber le torse devant le président. Oui. C'est ce que le cardinal fait? Tout à fait. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier pour notre rendez-vous de la semaine. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos 3 pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. De l'harmonisation des processus de paix. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. La clarification sur les questions des FDLR et leur démantèlement. Bien qu'affligeant, les FDLR, dont l'effectif serait aujourd'hui marginal, quelques centaines d'individus, ne sauraient ainsi représenter une menace sécuritaire significative pour la région. Nous demandons que cette question soit abordée de manière réaliste et fondée sur des données fournies par les acteurs locaux et les experts des Nations Unies. Nous réitérons notre engagement
a appuyé le gouvernement et les parties prenantes à clarifier cette question en vue de résorber définitivement cette épineuse problématique. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La Haute Cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Alors Germain Poundou, par rapport à cette question changement ou révision de la Constitution, déjà qui divise les politiques congolais, l'opposition de son côté annonce déjà des manifestations, déjà un meeting qui est prévu pour ce mois de décembre pour barrer la route à cette démarche. Nous pensons qu'il est de bonne guerre pour l'opposition d'organiser des meetings et de prêcher contre la Constitution. C'est leur droit. Et c'est un droit légitime. Et les manifestations, nous avons un cadre légal pour organiser les manifestations. Ce qui ne serait pas bon, c'est le trouble à l'ordre public. Mais s'ils vont faire des manifestations pacifiques, ne touchant pas à l'ordre public, en tout cas, c'est leur rôle. Mais nous voudrions aussi dire que l'opposition, être dans l'opposition, c'est pas être résolument contre. Toi, tu dis oui, moi, j'ai dit non. Si tu dis on a l'impression que c'est ça. Oui, si tu dis non pour le même thème, moi, j'ai dit oui. Parce que je suis de l'opposition. Ça, nous appelons ça les mouvements résolument contre. Et Martin Fayoulou, c'est le président du mouvement résolument contre. Martin Fayoulou disait même que Félix Tshisekedi a abandonné les Congolais. Il a abandonné la RDC au Rwanda. C'est l'archétype du mouvement résolument contre. Alors, le mouvement résolument contre n'est pas l'opposition. Tout ce que le chef de l'État dira, fera, moi je dirais non. Et s'il dit oui, moi je dirais non. S'il dit non, je dirais oui. C'est le schéma Oui, c'est le schéma de Martin Fayoulou. Ah bon? Oui. Mais pour quelle finalité? Et parce que vous avez suivi son passage. A-t-il dit en quoi cette constitution n'est pas à changer? Il est allé dans des raccourcis pour terminer les embouteillages. Est-ce qu'il faut changer la constitution pour la paix à l'Est? Est-ce qu'il faut changer la constitution? C'est des raccourcis que je trouve extrêmement simplistes. Tshisekedi est quand même bon pour être un gardien de football, tout ça. C'est bien. Et lui aussi, il est bien pour être un danseur. Il a montré à Njili qu'il danse bien. Et le chef de l'État est allé dans un stade pour une cause noble. Il est allé dans un poste symbolique, gardien de but, lui qui est gardien de notre pays, gardien de la souveraineté. Et comment vous avez aperçu ces gestes du président de la République à gardien? Un geste hautement symbolique. Il est resté quelques minutes dans le terrain pour montrer son humilité par rapport à la cause de l'Est, et il est sorti comme ça pour la jeunesse, pour nos enfants. Et nous avons vu outre cieux des présidents jouer au foot. Notre voisin, il joue au foot.
Nous avons vu Sarkozy jouer au foot. Nous avons vu pas dernièrement le président Macron jouer au foot. Alors il ne va pas dire que le chef de l'État est bon pour être gardien. Et nous disons que il est un bon gardien. Il est gardien de nos valeurs, gardien de nos traditions, gardien de nos frontières, gardien de nos lois. C'est un gardien au fait et la symbolique à la réalité. Nous avons vu au stade. Entre-temps, Fayoulou s'est quand même inquiété. Il disait que l'attention devait être tournée pour récupérer quand même les localités parce que la situation dans la partie aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, au niveau de lui-même, Fayoulou, il s'est rendu à Bunagana. Est-ce qu'il est interdit d'aller là-bas? Même dans l'Est aussi. Oui, oui. Pourquoi il n'est pas allé? Pourquoi il n'est pas allé parler aux belligérants? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit poser à tous ces gens-là. Comme le président Bemba de MSC le dit, j'accuse. C'est le moment de dire j'accuse à ces gens. Parce que le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a trouvé cette guerre. Nous sommes à près de 30 ans de guerre à l'Est. Au début de cette émission, nous avons parlé d'Anouarité. Ouais. Il y a 60 ans que cette bienheureuse est morte toujours à cause des problèmes d'insécurité. Et la personne qui s'y est mis vraiment le plus sérieusement possible, c'est le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, avec l'état de siège et tout. Hein, aujourd'hui, hein, c'est facile de dire des salades, hein, de condamner, mais ce qui aurait pu être fait sans les mesures idoines que le chef de l'État a fait, il parle de 120 localités. Ça serait peut-être l'ensemble de l'Est qui serait aux mains des rebelles aujourd'hui. Ça, Martin Fayoulou n'a pas le toupet et le courage de dire la vérité. Ce serait l'ensemble de l'Est qui serait tombé. Donc ce sont les efforts de Félix Tshisekedi qui ont fait que oui, c'est les efforts menés les ennemis du pays ne puissent pas ne puissent pas arriver au bout de leur mission. Regarde, ils se sont mués en fleuve Congo, en ceci. Alors là, on parle de Corneille Nangaa et ses disciples qui ont été même condamnés. Oui, ils étaient vraiment un mouvement avec le vent en poupe. Pourquoi ils ont cherché à s'allier, à faire ceci? C'est parce que le chef de l'État les a essoufflés. Et bientôt, nous sommes là. Jusqu'à la fin du mandat, le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi finira cette guerre, retenez-le aujourd'hui. Il finira cette guerre. Oui, n'en déplaise à ses détracteurs, à ceux qui profitent de cette guerre pour dire n'importe quoi. Alors, entre-temps, Martin Fayoulou, au-delà des frontières de la RDC, a rencontré quand même Moïse Katumbi, alors qu'à un moment, les Congolais ont vu des politiques se regarder en chat et chat. Oui, il a le droit de le rencontrer. C'est des gens qui sont antinomiques. Entre eux, il n'y a pas d'entente. Et c'est comme je vous disais là, des mouvements résolument contre. Et il n'y aura rien de cette rencontre. Il n'y aura rien. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pour une chose, c'est dire non. C'est comme on les a vus aussi avant les élections, ils étaient ensemble, Kabila, le PPRD. Oui, dire non à la révision constitutionnelle, ça va les mettre ensemble pour un temps. Non, mais ils veulent tous la même femme, la République démocratique du Congo. Alors les hommes qui veulent épouser une même femme, tous comme ils sont là, ils ne seront jamais d'accord un jour. Donc c'est juste pour un temps, Martin Fayoulou, et après... Et nous en avons même vu brandir le spectre de la guerre civile, tout simplement parce que le président veut changer la constitution. Alors, un mot quand même, le corridor de Lobito, comment ça va profiter au peuple congolais? Le corridor de Lobito, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 600 milliards de dollars qui ont été levés par l'Union européenne et par les États-Unis pour faire en sorte que la logistique de transport pour l'évacuation de nos minéraux soit
fluidifié. Le délai qui était de 60 à 70 jours pour que nos marchandises arrivent au port de Lobito pour être exportées par l'océan Atlantique, ça sera entre 30 heures à 45 heures. Plus question des jours. Oui, plus question de beaucoup de jours. Ça, nous disons coup de chapeau et nous félicitons le chef de l'État pour cela, parce qu'il est partie prenante du projet. Mais pourquoi les autres disent que c'est juste ces pays veulent se servir de la RDC pour se faire plus d'argent? Bon, effectivement, ce corridor tombe à point nommé dans le cadre de la transition énergétique. Nous arrivons à l'interdiction d'ici là des véhicules à explosion, moteur à essence, pour aller vers le tout électrique. Or, le tout électrique fera de notre pays un pays riche, parce que nous serons comme le Koweït, comme Dubaï, parce que nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Et les États-Unis, la Chine, ils ne viennent pas chez nous pour nos beaux yeux. Ils viennent se faire de l'argent. Oui, ils viennent se faire de l'argent, mais cette fois-ci, avec le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ils se feront l'argent avec nous. Dans 50-50 comme il a dit. Oui, ils se feront l'argent avec nous parce que le président s'inscrit dans un partenariat toujours gagnant. Mais dans l'entretemps, n'oubliez pas, parce que ici, les gens ne regardent pas l'avant-gardisme de notre chef de l'État. Parce qu'il y avait eu un grand forum ici, souvenez-vous, au Palais du Peuple, sur la batterie. Les ambiants étaient là et tout. C'était en prélude de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est les résultats de ce forum? Oui, le président a vu clair bien avant. Il a préparé et il prépare notre pays à bien vendre pour cette transition et nous vendrons. Non, les Congolais ne doivent rien craindre, ce projet sera aussi bénéfique. Ils ne doivent rien craindre. Dans l'entretemps, nous avons les travaux de Mwanda. Hein, dès que notre port en eau profonde de Banana sera prêt, nous aurons aussi un chemin de fer qui quittera nos grands centres pour aller vers Banana. Et donc le chef de l'État travaille là en visionnaire. Nous n'allons pas dire parce que Mwanda n'est pas fini, nous n'allons pas adhérer au projet Lobito. Non, c'est un très bon projet et c'est aussi un couloir de développement. De Lubumbashi à Lobito, ça ne sera pas que le chemin de fer, ça sera des emplois tout autour de l'écologie, de l'environnement. Hein, il faudrait lire ce projet-là. Alors, Germain Poundou, c'est complètement fini. Nous avons parlé de cette initiative citoyenne. On a promis de donner le numéro au peuple congolais qui veulent adhérer à cette initiative. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, I3C, Initiative citoyenne pour le changement de la Constitution, vous allez nous contacter au 083 15 90 001 ou 98 039 24 30. Nous avons deux numéros. Contactez-nous pour cette tempête de cerveau, pour que chacun de nous introduise ses argumentaires pour le changement dans la pétition que nous allons bientôt lancer et aller déposer auprès du chef de l'État. Alors c'est complètement fini, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre, vos analyses autour des questions d'actualité de la semaine dans Info 7. Je dirais, avant la population, d'abord à vous-même, Noëlla, merci de m'avoir invité. Et à toute la population congolaise, c'est la fin de l'année. Nous demandons au Très-Haut que la paix soit sur nous. Et aussi, vous remercier d'avoir pris tout votre temps pour m'écouter, pour écouter cette voix cassée. Et cette voix qui ne prêche que la vérité, qui n'a pas peur de dire. Et de dire j'accuse.
Merci beaucoup, Germain Poundou, d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans Info 7. Merci beaucoup. Madame et messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour, Germain Poundou, est politologue. Et bien, l'homme qui est engagé aujourd'hui, Kinshasa Bopeto, aujourd'hui qui porte également cette vision Kinshasa Ezo Bonga. Voilà. Merci. Nous sommes contents et rassurés que vous avez aimé notre émission de ce jour et n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire aux moyens habituels. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Eh bien, c'est l'heure et c'est complètement fini. Restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web. Au revoir.